La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Cette phrase, le chef indien Sitting Bull l'a prononcée ici aux États-Unis il y a plus d'un siècle. On ne l'a pas écoutée. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays qui a le plus gros impact sur la Terre. Mais ne rejetons pas la faute sur les autres. Ce sont tous les pays industrialisés dont nous faisons partie qui en sont la cause. Notre poids sur la Terre est trop lourd. En 30 ans, 30% des ressources de la planète ont disparu. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça, on n'y peut rien du tout. Mais pour nous transporter, pour nous chauffer, pour nous nourrir, pour gérer nos déchets, nous devons passer un nouveau contrat avec la nature. Et cela, ça dépend de chacun de nous. Bonsoir. Nous sommes au-dessus du Grand Prismatique, dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, qui est le premier parc naturel créé au monde en 1872. C'est un endroit magique. C'est vraiment une merveille de la nature. Toutes ces couleurs que vous voyez sont dues à des bactéries et des petites algues microscopiques qui changent de couleur selon la température de l'eau. Les bactéries seraient arrivées sur Terre il y a 4 milliards d'années et on serait tous leurs descendants. J'ai un peu l'impression d'assister au commencement du monde. Devant toutes ces couleurs chaudes et inquiétantes qu'on ne peut voir que du ciel. Tout a commencé peut-être là, au cœur de la Terre. Mais en 50 ans, l'espace d'une vie d'homme, nous avons dégradé notre planète plus rapidement que pendant toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, certains refusent de se résigner. Je vous emmène à la découverte d'hommes et de femmes à l'autre bout du monde. Ils sont les pionniers de ce nouveau rapport à la nature. Au Pérou, la forêt amazonienne disparaît. Une Française, Hélène Colongue, se bat pour sauver les animaux et les hommes. C'est le grand pillage de l'Amazonie qui est en route et qui s'accélère chaque jour. La Chine est en proie à de gigantesques tempêtes de sable. Pékin pourrait être menacé par le désert d'ici 100 ans. Ce désert qui gagne déjà les campagnes chinoises. Tu te souviens, avant, il y avait plein d'arbres sur la montagne. Oui, c'était même une forêt. En Floride, une zone humide unique au monde est en danger. Les Everglades sont envahis par l'homme, ses routes, ses maisons, ses usines. Mais les Américains ont lancé un programme colossal pour restaurer ce trésor écologique. La protection des Everglades est une vraie bataille. Il s'agit du futur de la Floride du Sud. La Chine aussi pense à la planète. Elle innove dans le domaine des énergies renouvelables. Pour se chauffer, pour cuisiner, une partie de la population recycle tout simplement ses excréments. Haïti a pratiquement perdu toutes ses forêts. Heureusement, un homme refuse la fatalité. Jean-Baptiste Chavannes tente de sauver son pays du déboisement. Cette terre-là, nous devons la faire fructifier pour les générations futures. Nous sommes fiers de vous faire découvrir ce pavillon écologique spécialement construit pour l'émission. Il économise 85% d'énergie par rapport à une habitation classique. Nous l'avons appelé la bonne maison. Sur la Terre, aujourd'hui, nous sommes 6,5 milliards d'hommes et de femmes. Un bon tiers de l'humanité, dont nous faisons partie, pèse très lourd sur l'équilibre de la Terre. Et le reste, les autres, les plus pauvres, ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre et de consommer comme nous. Et pourtant, notre façon de vivre n'est ni bonne ni durable. Nous sommes en train d'épuiser complètement les ressources de la Terre. Aujourd'hui, si on veut que nos enfants vivent au moins aussi bien que nous, il faut se poser la bonne question.
Est-ce qu'on est capable de changer notre façon de vivre? Et je ne parle pas des voisins, des autres, je parle de moi, de nous. Si tous les hommes consommaient comme les Français, il faudrait 3 terres comme la nôtre. Il n'y aurait pas assez d'eau, pas assez de bois, de minerais, de terres fertiles. Mais comment résoudre cette impossible équation? Dominique Bourg est philosophe et il se pose lui aussi toutes ces questions. On est venu ici pour parler du poids de l'homme sur la Terre. Alors c'est quoi le poids de l'homme? Moi, je préférais parler du poids des activités humaines. Si on remonte un petit peu avant nous, si on remonte au début du XVIIIe siècle, on est 650 millions. Nous sommes aujourd'hui 6,5 milliards, nous sommes 10 fois plus nombreux. Or, cette montée en puissance de la population, on ne peut absolument pas la séparer du fait qu'à un moment donné, on est passé de ce que la Terre nous donnait au jour le jour. L'énergie éolienne, l'énergie animale, l'énergie humaine, le rendement naturel des terres, et on a commencé à aller puiser les énergies dans le sol. Le charbon, le pétrole, le gaz. Alors quel est le danger d'utiliser comme ça cette énergie à outrance? Eh bien, le danger, c'est que l'on déséquilibre complètement le fonctionnement de la vie sur Terre. Premièrement, on a complètement modifié la composition chimique de l'atmosphère, ce qui est quand même extraordinaire, l'atmosphère, c'est vaste. Ça engendre ce qui est en cours en ce moment, ce qu'on appelle le changement climatique. On a bel et bien, depuis une 50aine d'années, commencé à empoisonner nos sols avec les métaux lourds. Les engrais? Les engrais, bien sûr, les pesticides, etc. et toutes sortes de molécules chimiques. Et puis finalement, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a probablement déjà détruit entre 10, probablement plus près de 30% des espèces, des animaux, des végétaux, qui vivent autour de nous. Et ce dont on n'est pas du tout conscient, c'est qu'on ne saurait vivre sans eux. Même ici, au-dessus de Yellowstone, on peut constater cette réalité. Le parc abrite quelques 3000 bisons, 500 ours grizzly, des loups, des coyotes, des lynx. Cette superbe étendue n'a jamais été colonisée par les premiers Américains qui l'ont protégée. Mais en dehors de leur réserve, il ne reste pas grand-chose. Les bisons, par exemple, aujourd'hui, il en reste 300 000, surtout dans les élevages. Il y a 200 ans, ils étaient 70 millions. Dans le reste du monde, en Europe, en France aussi, la biodiversité a subi le même traitement, mais de façon beaucoup moins visible. J'aimerais vous rappeler qu'une espèce disparaît toutes les 18 minutes dans le monde. Pourquoi laisse-t-on faire? Une des premières raisons, c'est que si on continue, ce qui risque d'arriver, on n'arrive pas à se l'imaginer. On n'arrive pas à se le représenter. Si on me dit la température va monter de 3 degrés à la fin du siècle, et alors? Je ne comprends pas ce que ça signifie. On me dit il y aura 60% d'espèces en moins. Je ne vois pas grand-chose autour de moi. 60% en moins, qu'est-ce que c'est? Donc, faire quelque chose, redouter quelque chose qu'on ne peut pas se représenter, qu'on ne peut pas imaginer, c'est très très difficile. Ensuite, toutes ces conséquences destructrices, c'est les conséquences de quelque chose qui est très positif. C'est le fait qu'on a voulu vivre mieux, qu'on cherche à vivre plus aisément, plus posément. On n'a rien fait de mal. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faudrait réagir, puisque la nature réagit toujours à retardement. Donc on est un petit peu comme sur le Titanic, pour tout dire. C'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas l'iceberg, on chante, et le moment où on le voit, ça ne sert plus à rien. C'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut plus changer de cap. C'est la situation où on se trouve. On peut toujours changer de cap et imaginer d'autres modèles de développement. Prenez la forêt. 30 pays ont perdu l'ensemble de leur forêt vierge en 50 ans. Leur biodiversité a été modifiée. Le cycle de l'eau, même leur climat ont été perturbés. Les arbres, les animaux et les populations locales en deviennent des victimes ensemble. Vous allez voir comment au Pérou, l'impact des paysans sur la forêt et sur les singes révolte les Indiens. C'est donc bien tout le monde vivant qui doit réapprendre à vivre ensemble.
C'est une forêt vieille de plus de 400 millions d'années. L'Amazonie est un trésor. Elle renferme la moitié des espèces animales et végétales de la planète. Jusque-là épargnée, la forêt amazonienne du Pérou est aujourd'hui prise d'assaut. Un déboisement massif, encouragé par le gouvernement, est en marche. Et nous sommes tous responsables, à commencer par nous, Européens. Regardez bien ces bois précieux. Acajou, cèdre, acacia partent pour les États-Unis, l'Europe, la France. Dans quelques jours, ce seront nos chaises, nos tables, nos cuisines. Et en plus, tout ceci a une conséquence directe sur la biodiversité. Hélène Colongue a tout abandonné. Elle a quitté la France pour créer une réserve sur cette terre du bout du monde. Elle consacre sa vie à la sauvegarde des primates. Car ce sont eux, ces petits singes attachants, qui sont les premières victimes de la déforestation. Un arbre qui tombe, et c'est leur source de vie première qui disparaît. Hélène a compris que le problème est global. C'est le grand massacre. C'est le grand pillage de l'Amazonie qui est en route et qui s'accélère chaque jour. Ce qu'on voit aujourd'hui, déjà demain, tu en verras déjà moins. Quand on détruit les forêts, ce sont les sols qui sont détruits, ça c'est très grave. Les rivières qui sont polluées, les plantes, les animaux. Et tout ça pour le profit de quelques-uns ou pour le plaisir de quelques-uns. Un salon en acajou, des gants en pécari. Et pour les collectionneurs, des centaines de milliers de plantes, d'espèces très rares qui sont persécutées. C'est un véritable patrimoine de l'humanité qui est en train de disparaître avant même, et c'est ça qui est terrible, avant même qu'on ait pu l'étudier, avant même qu'on ait pu l'apprécier, le connaître. Il faut bien réagir. Tu n'as pas d'autre choix. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Pour comprendre ces singes menacés, Hélène a fait appel à Emmanuelle Groodman, une des plus grandes primatologues mondiales. Grâce à ses connaissances, elle tente de donner à Hélène les clés utiles à la réintroduction des petits animaux dans leur habitat naturel. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ceux du Pérou sont des singes attelles, des singes laineux, derniers vestiges d'espèces en voie d'extinction. Les primates qu'Hélène récupère sont des bébés dont les parents ont été tués par les braconniers. Des bébés vendus comme animaux de compagnie. C'est Hélène qui leur réapprend la vie sauvage. Regarde. Obligé de me faire pipi dessus, hein. Je te connais pas. Ça, c'est le petit mâle, ça, c'est Chamek. Chamek, il est très turbulent, évidemment. Oh oui. Oh oui. Il a reconnu Emmanuel aussi, hein. Qui on est, nous, espèces humaines, pour avoir en gros un droit de vie et de mort sur les autres espèces animales. Et puis c'est tout un patrimoine qu'on perd. C'est plein de choses dont on soupçonne même pas l'existence. Enfin, il y a toute... voilà, c'est... Donc, effectivement, leur disparition entraînerait un grand vide. Pour l'instant, ce sont des animaux qui ont été quand même très traumatisés. Donc, ils ont besoin de reprendre confiance. Hein, ils ne se considèrent plus. Ils ont vécu dans des maisons, ils ont vécu dans des hôtels. Donc, toujours le même. Hein, Chamek, bandit. Et donc, il leur faut un moment pour se réadapter à leur propre espèce. Hein. Nous, on a eu certains qui ne savaient plus grimper aux arbres. L'autre aspect, c'est que nous, on a donc des jeunes dont la mère a été tuée, hein, tous, qui, on s'aperçoit que s'ils ont été capturés lorsqu'ils étaient vraiment très très jeunes et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire l'apprentissage des plantes qui sont bonnes, de celles qui sont dangereuses, même des prédateurs, on s'aperçoit qu'ils ont un comportement qui n'est pas adéquat et il arrive que ces animaux-là s'empoisonnent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire l'apprentissage. C'est tellement dramatique ce qui se passe que de toute manière, il n'y a pas d'autre solution que de les prendre comme ça en charge et d'essayer de les réhabiliter puis de les réintroduire. Et c'est vraiment incroyable de les voir évoluer comme si, en gros, de rien n'était. Enfin, bon, on n'est pas encore à la phase de réintroduction, mais on est vraiment sur la bonne voie. Donc c'est vraiment, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Un espoir bien mince, car la réalité est plus dure. Une fois par semaine se tient le marché de Yurimaguas. Au cœur de l'Amazonie, on peut tout trouver, surtout des animaux sauvages. Au milieu des couleurs bigarrées, des fruits, des épices, Hélène a tenu à montrer à Emmanuelle le sort réservé aux singes tués par les braconniers. Regarde là sur le machin, là, le pilon. Juste là, oh là là. Il y a déjà des mouches sur ses yeux et tout, il est à moitié mort. Ah ouais, tu vois, alors là,
Là, tu as un Wissiti pygmée là, qui est en train de mourir. Putain, c'est terrifiant. Non, tu as 1, 2, 3, 4, 5 espèces protégées dans un tout petit endroit. Ça me... Elle est où la viande de brousse là? Ah, c'est juste là, ouais. Voilà, ça c'est un laineux, ça, tu vois. Ouais, je reconnais la queue. Voilà. C'est le même que celui-ci. Tu vois, c'est l'animal sacré de Nazca, c'est lui. La dernière fois, quand je suis venue, j'en ai vu un sur un marché. Mais là, c'est vraiment à cette ampleur. Non, c'est vraiment la première fois où il y en a autant. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, il y en a partout. Hein. Vous savez que ce singe est une espèce protégée? C'est une espèce rare qui va bientôt disparaître. Vous connaissez la loi? Les gens doivent connaître notre réalité, la réalité de notre jungle. Pourquoi? Parce qu'ici, seulement 10% des gens ont du travail. Les 90 autres en cherchent. On nous dit qu'il ne faut pas chasser les oiseaux, les singes. Et nous, comment on fait? Voilà un des paradoxes de la déforestation. Il y a 30 ans, ce territoire était un rideau vert avec une faune, une végétation extraordinaire. Aujourd'hui, ce sont des îlots de pâturage qui tranchent la couche verte de l'Amazonie. Des hectares de cultures dédiés à la plantation du riz, du café, pour nourrir les populations grandissantes. Couper des arbres, relancer l'agriculture, c'est supprimer directement les espèces animales, mais aussi les populations indigènes. Car il ne faut pas l'oublier, l'Amazonie reste avant tout la terre des Indiens. Les Aquarunas ont vu depuis une quinzaine d'années l'arrivée de milliers d'agriculteurs. Pour une parcelle de riz, c'est une partie de leur histoire qui disparaît. Ce sont leurs terres que le gouvernement a données aux agriculteurs. Hélène est la seule occidentale à être en contact avec les Indiens. Elle se bat à leur côté pour que leurs cris soient entendus. Entre les Indiens et les paysans, qu'ils surnomment les colons, une guerre de plus a commencé. 11 colons ont été tués par les Indiens ces 3 derniers mois. Avant que les colons n'arrivent, le fleuve était transparent. Nous, les Aquarunas, on pouvait boire l'eau directement à la source. Mais maintenant que les colons sont là, ils font de l'élevage. Des porcs, des vaches. Et nous, on ne peut plus boire l'eau, parce qu'elle est tout simplement contaminée. Véritable mémoire collective de la forêt, les Indiens savent utiliser les arbres comme médicaments. Ça, c'est un remède. Un remède contre les parasites. Quand l'eau est polluée, on prend ça et ça tue les parasites. Entre le bitume et la rivière, les colons, soutenus par les autorités, se sont installés sur les territoires protégés des Indiens. Pourtant, il est clairement écrit sur cette stèle que cette terre sacrée doit rester vierge. Devant la maison d'un colon, Albertine, une indienne Aquarunas, voit ses terres disparues. Un face-à-face entre la sauvegarde d'une culture et les besoins d'une population appauvrie. Nous avons habité ici. Nos grands-parents sont enterrés ici. Pourquoi donner ces terres à quelqu'un d'autre et pas à nous? Nous sommes des gens qui adorons la jungle. Nous savons la préserver. Pourquoi les gens qui ne la connaissent pas viennent ici et la détruisent? Je viens du sud du pays. Je suis venu ici pour travailler. Mon métier, c'est agriculteur. L'État nous a donné le terrain, mon beau-père et à moi, et je ne fais que le cultiver. Et ce que je gagne, je l'envoie à ma mère. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les autorités ne vous donnent pas de territoire, les colons ne vous laissent pas passer, il n'y a plus d'eau potable. Qu'est-ce que vous allez faire? On va les tuer. On va les éliminer. S'il n'y a pas une autre solution, nous, on va tuer. S'ils nous tuent, nous aussi, on va tuer.
Nous, on veut gérer ce territoire pour vivre libre, pour avoir de l'eau potable et assurer notre survie. Pour vivre tranquille, pour ne pas avoir de problème avec les colons. En écoutant Albertine demander pardon aux arbres de la forêt, Hélène se dit qu'il faut passer un nouveau contrat avec la nature. On aurait pu prendre un autre chemin. L'humanité aurait pu choisir de vivre autrement avec tout ce qui l'entoure. Et je crois que c'est vraiment nécessaire maintenant de recréer ou de retrouver une fraternité avec ce qui nous entoure, avec tous les êtres qui composent la nature. Et cesser de faire des séparations artificielles entre l'homme, l'animal, le sauvage, le pas sauvage. Il y a une seule chose et dont nous dépendons tous. Parce que préserver les singes, préserver une forêt, c'est préserver les êtres humains. Il n'y a pas à opérer de rupture entre les deux choses, c'est la même chose. On en revient toujours à la même chose. Vivre ensemble. Assurer les besoins des hommes en respectant la vie sauvage. Dans de nombreux endroits, elle a été sacrifiée à l'industrie ou à l'agriculture intensive. L'agriculture, on va en parler. Je survole les Rocheuses pour atteindre le ranch de la Sens au Montana. Et là, dans le pays où l'agriculture est la plus industrialisée du monde, on conduit une expérience étonnante qui allie la tradition et la technologie. C'est malheureusement un cas très isolé, mais il a le mérite du bon sens. Il s'agit de conduire le ranch avec la sellette du bétail, des cow-boys et de leurs chevaux. J'ai toujours été très sensible à la beauté du cheval. C'est un animal que j'aime et que je respecte, comme s'il était inscrit dans mes gènes. Il a accompagné mes ancêtres et il a partagé avec nous des tâches difficiles, comme cultiver la terre pour nous nourrir, comme nous transporter pour trouver des nouveaux territoires. On lui doit beaucoup au cheval. Puis un jour, la machine est arrivée et puis on l'a un peu oublié. Peut-être qu'un jour, quand il y aura moins de pétrole, on viendra vers lui. J'espère que notre ami, un trappeur, parce qu'il s'appelle Trappeur, sera toujours aussi fidèle, qu'il ne nous aura pas oubliés. Le ranch de la Sens couvre 40 000 hectares. Aujourd'hui, c'est la transhumance d'hiver. Les cow-boys rassemblent leur bétail, qu'ils conduisent des hauts pâturages d'été vers les plaines. Les vaches et les veaux sont exclusivement nourris à l'herbe. Chaque jour, ils se déplacent et pèsent dans de nouvelles parcelles. Ils ont ainsi toujours la meilleure herbe et les terrains sont surtout préservés. Bud Griffiths dirige au quotidien les activités du ranch. Bud, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un vrai cow-boy? Yes. Oui. Ça fait près de 60 ans que je travaille dans les ranchs. Et c'est une vie que j'ai énormément appréciée. Avant, ici, sur ce ranch, il y avait des machines pour ramasser le foin, destinées à nourrir les bêtes, sur 1200 hectares. Aujourd'hui, cet équipement coûterait 750 000 €. William, le nouveau propriétaire, a décidé de tout vendre. Je ne veux pas de toutes ces machines, a-t-il dit. Si j'ai besoin de matériel, j'irai le louer ou l'emprunter à mes voisins. Je veux que ce soit mon bétail qui broute l'herbe et récolte ce que j'ai. Ça a été un succès. Bien sûr, gérer au mieux les pâturages, c'est contraignant. Mais Bud a diminué de moitié l'épandage des engrais sur la ferme.
Aujourd'hui, nous produisons une viande qui ne contient pas d'herbicides, pas d'hormones. C'est meilleur pour notre santé. C'est plus sain. C'est au plus proche de la nature. Je suis fier de ça. Je retrouve ici un ami, William Kriegel. Il s'est installé aux États-Unis en 1984. Il parlait à peine l'anglais. Il a créé cet élevage en faisant revivre la tradition américaine du ranch, de ses grands espaces et de ses cow-boys. Une méthode à contre-courant de l'agriculture intensive, et c'est un vrai succès. Pour parler d'un mot à la mode, toi, tu as vraiment l'impression de faire du développement durable ici. On est dans le développement durable. On respecte les cycles de la nature, on respecte le terrain. Je contrôle la génétique de mes vaches, je contrôle leur nourriture, je contrôle leur croissance, je contrôle l'herbe qu'ils mangent et je contrôle le process pour les emmener chez le client. Et on les envoie chez l'acheteur final. On vend à travers le web, qui est un truc très moderne si tu veux. Et c'est magique. Le ranch a 100 ans d'âge, le Montana c'est un territoire d'élevage, c'est la tradition à état pur. Et en même temps, on vend sur le web des beefsteaks à New York, ou à Los Angeles, ou à Miami. C'est extraordinaire. Parce que la méthode américaine, dès qu'un veau a quelques mois, je ne sais pas combien, il va dans une espèce d'énorme feedlot où ils sont par milliers engraissés à force au maïs, on leur donne des hormones, on leur donne des produits, et toi tu es contre ça? Alors, je suis contre deux choses. Le fait d'avoir un veau qui part pour être engraissé, ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça très bien, c'est normal. Ce qui me gêne, c'est comment il est engraissé. À l'opposé du ranch de la Sens, voici le feedlot. L'élevage intensif à l'américaine. Même en hélicoptère, l'odeur vous prend à la gorge à quelques kilomètres. 100 000 têtes de bétail à nourrir. Le maïs arrive de tous les États-Unis. C'est lui qui donne la viande tendre et sucrée qu'aiment tant les Américains. Mais voilà, de la culture du maïs et l'élevage, il faut pour produire 1 kilo de bœuf au moins 1 litre de pétrole et 15 000 litres d'eau. Ces animaux, faits pour l'herbe, sont forcés au maïs, aux hormones et aux antibiotiques. On les traite comme des usines à viande. J'espère qu'en France, on ne va pas en arriver là. En 50 ans, la consommation de viande dans le monde a été multipliée par 5. L'élevage est même devenu un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre avant le transport. Nous mangeons trop de viande et nous devons revoir partout nos méthodes d'élevage. La viande coûtera plus cher. Sommes-nous prêts à l'accepter? Parce qu'avec trop d'animaux sur un territoire, les espaces naturels se dégradent, comme en Chine. Est-ce que vous savez que chaque année, 10 millions d'hectares de terres cultivées se transforment en désert? On connaît bien sûr l'expansion extraordinaire de l'économie chinoise, mais est-ce qu'on sait que son désert avance de 25 km par an et qu'il est déjà aux portes de Pékin? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le dragon jaune s'annonce. Voici le monstre. Une gigantesque tempête de sable s'abat sur les campagnes chinoises. Bientôt, le raz-de-marée dévore Pékin. La capitale a l'habitude de vivre avec ces tempêtes. En 1993, une des plus virulentes avait tué 100 personnes et détruit 50 000 habitations. Selon certains experts, Pékin pourrait être menacé par le désert d'ici 100 ans. À en croire les habitants, il y avait 1 ou 2 tempêtes de sable par an, il y a un demi-siècle. Désormais, les vendeurs de balais font de bonnes affaires. Une trentaine de tempêtes de sable atteint le village chaque printemps. La météo alimente les journaux et les conversations dans toutes les familles. Quand le vent arrive, que le sable est soulevé et qu'on est dans la rue,
C'est comme si d'un seul coup, on suffoquait. On ne peut plus respirer en pleine ville avec tout ce sable. Les tempêtes viennent du nord. C'est ce qu'ils disent à la radio. Ça vient de la Mongolie intérieure. Là-bas, les vents sont très forts. La Mongolie intérieure. La plupart des tempêtes de sable prennent naissance ici, dans ce décor apparemment paisible, le plateau d'Alashan. La source des tempêtes de sable, ce sont donc les déserts. Et en Chine, le désert avance considérablement. Des milliers de personnes ont déjà connu l'exil. Zhu Rejiang et son épouse habitaient ici il y a encore 3 ans. Tu te souviens, avant, il y avait plein d'arbres sur la montagne. Oui, c'était même une forêt. Il y avait un village là-bas, un peu plus loin. Il y avait des arbres partout. La montagne était toute verte. Elle s'appelait la montagne verte d'ailleurs. De là-bas jusqu'ici. L'activité humaine est en partie responsable de l'avancée du désert. En cause, le bétail. Lorsque les bêtes sont en surnombre, elles achèvent ces terres déjà fragilisées, en broutant la végétation qui retient les déserts. Avant, ici, les villageois avaient des milliers de moutons. Zhu Rejiang et sa femme ont donc été contraints d'arrêter leur activité. Les autorités nous ont donné l'ordre d'arrêter notre élevage pour sauvegarder les sols. Nous avions 300 moutons et nous vivions de l'agriculture. La vie était belle ici. Pour garder quelques moutons, nous avons dû partir. Zhu Rejiang et sa femme ont donc quasiment tout perdu. Ce sont, comme 20 millions de personnes dans le monde, des réfugiés écologiques. Ils ont dû s'exiler à une demi-heure de là, dans un autre village, protégé des vents par des arbres, et où l'eau n'est pas encore épuisée. Pour déménager, la famille Zhu a touché 300 € des autorités. 300 € pour protéger l'environnement et reconstruire toute une vie. Peut-être un jour, le désert les rattrapera à nouveau. Alors, la mamie explique à sa petite fille qu'elle devra sans doute, elle aussi, émigrer un peu plus loin, pour s'inventer un avenir au-delà de ces terres hostiles. La Chine est donc en guerre contre ces déserts qui la rongent. Mais la Chine ne s'avoue pas vaincue. Regardez, elle a édifié une immense muraille verte, des rangées d'arbres sur 5000 km pour stopper l'avancée du sable. Un projet pharaonique, initié il y a 30 ans et qui durera près d'1 siècle. Comme tous les Chinois, Dalin doit planter au moins 5 arbres par an. Les plantations sont même devenues sa profession. Il est ingénieur forestier en grande banlieue de Pékin. Il surveille la croissance des arbres. C'est vrai, on plante massivement pour lutter contre la désertification. C'est la principale solution qu'on ait trouvée. Les arbres vont fixer les poussières au sol en cas de vent. En plus, les arbres peuvent à la fois pomper et apporter de l'humidité. Donc, ils recréent autour d'eux un tapis végétal, ce qui enrichit la terre. Selon les estimations, près de 30 milliards d'arbres auraient été plantés en Chine depuis 20 ans. Une barrière naturelle qui a ralenti l'avancée des déserts. Mais ce n'est pas suffisant. Manque d'eau, terre trop pauvre. Au fil des années, seulement 25% des arbres plantés auraient survécu. La Chine, qui voit toujours plus grand, plus haut, plus fort, a trouvé un ennemi à sa taille, le désert. Les terres sont fragiles. Ces vignobles en Californie existent depuis plus de 200 ans.
Mais toujours plus d'eau, plus d'engrais et plus de pesticides, sans oublier la mécanisation. On a multiplié les rendements à l'hectare d'une façon incroyable. Grâce à tout ça, les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs de produits agricoles du monde. Mais c'est un record qui a aussi ses conséquences écologiques. Toujours aux États-Unis, dans un champ de maïs, les Américains sont les plus gros producteurs au monde de maïs. Ils produisent 60% du maïs mondial. Alors, dans le dernier siècle, l'agriculture a connu un essor incroyable. Tout s'est transformé. Oui. Avec l'énergie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a essayé de produire au cours du siècle dernier de plus en plus, notamment de grains ou de céréales, en y mettant les moyens, c'est-à-dire en sélectionnant des variétés comme celle-ci, à paille courte, port érigé, capable de bien intercepter la lumière. Et du coup, pour que ce maïs-là puisse exprimer son potentiel, eh ben, on a été obligé d'abord chimiser l'agriculture, apporter des produits chimiques. Donc c'est les engrais pour la nourrir, c'est les pesticides pour les protéger contre les mauvaises herbes et contre les insectes. Et finalement, l'homme, pour produire toujours davantage, a essayé d'uniformiser son écosystème. Une seule culture, pas d'autres concurrents, pas de prédateurs. Et ça, d'un point de vue écologique, c'est dramatique. Parce qu'un écosystème qui est trop simplifié, c'est un écosystème fragilisé. Formater la nature, c'est une gestion à courte vue des ressources de la planète. Et c'est dangereux pour notre avenir. En Californie, dans la San Joaquin Valley, les vergers forment un damier jusqu'à l'horizon. Ce qui est terrible dans ces images, c'est qu'on ne peut pas se rassurer en voyant ces milliers d'arbres. En réalité, l'écosystème est mort, c'est un trompe-l'œil. Plus une autre plante à des kilomètres à la ronde, plus une abeille tellement on utilise de pesticides. La pollinisation des arbres se fait par avion, c'est ridicule. Et cette forme d'agriculture simplifiée ne résout même pas les problèmes de la faim dans le monde. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 800 millions de personnes dans le monde qui ont faim. Et ce maïs, qui est en surproduction dans le monde, sert surtout à nourrir des animaux. Absolument. Comment ça peut se faire? Globalement, à l'échelle mondiale, on aurait besoin de 200 kilos de grains ou d'équivalent céréales par habitant. Et à l'échelle mondiale, on en est déjà à 300. Donc 50% de plus. Donc on a largement de quoi nourrir tout le monde. Donc on a largement de quoi nourrir tout le monde. Sauf que le vendeur ici, l'agriculteur qui est ici, va essayer de vendre son grain, il va essayer de le vendre au plus offrant. Et le plus offrant, ce ne sera pas celui qui a faim. Ce seront les animaux de l'éleveur qui, lui, a de l'argent pour acheter et nourrir son bétail avec des grains. Voilà un chiffre que je trouve absurde et étonnant. Même en France, 80% des céréales commercialisées vont à l'alimentation des animaux. Et c'est pour ces élevages et cultures intensives que nous polluons l'eau et que nous appauvrissons nos sols. Ce n'est même plus pour nourrir directement les hommes. Sans oublier que de plus en plus de terres sont consacrées aujourd'hui dans le monde à la production de nouveaux carburants. Aux États-Unis, 10% du maïs produit sert à faire du biocarburant. On fabrique une énergie qui remplace le pétrole. Au Brésil, on le fait avec de la canne à sucre et on fait même voler des avions avec. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce monoplace au nom d'Ipanema entre dans l'histoire. Je suis très fier d'être le premier pilote à voler dans le premier avion à alcool du monde. C'est le premier avion à voler au jus de canne à sucre. Ni de l'essence, ni du kérosène, mais bien du jus de canne distillé appelé éthanol. Au début, personne n'y croyait. Les gens disaient « Mais quelle folie, tu vas te tuer !» Mais cet avion démontre qu'ils se sont tous trompés. L'éthanol est un produit 100% végétal, un carburant que les Brésiliens connaissent bien. Sao Paulo, l'une des plus grandes mégapoles du monde. Chaque jour, 5 millions de véhicules y circulent. Comme partout au Brésil, 2 voitures sur 3 sont équipées pour pouvoir rouler à l'éthanol. L'éthanol est appelé alcool dans les stations-service. L'alcool existe depuis le choc pétrolier de 1973 pour remplacer l'essence trop chère. Aujourd'hui, le Brésil en produit 17 milliards de litres par an. Il est le premier exportateur de pétrole vert au monde. La canne à sucre pour faire rouler les voitures, une mine d'or.
Bonjour. Bonjour, vous avez fait bon voyage? Entrez. Maurílio Biagi est aujourd'hui l'un de ces barons de l'éthanol brésilien à qui tout réussit. Vous voyez, vous êtes ici dans une ferme, en plein milieu d'une plantation de canne à sucre. La famille de Biagi a émigré au Brésil il y a près d'un siècle. Ces Italiens, partis de rien, sont devenus de richissimes industriels du sucre. Et rien, a priori, ne les prédestinait à devenir, comme on les appelle, les émirs du pétrole vert. J'ai la conviction que mon grand-père n'aurait même pas pu imaginer que notre business prendrait cette dimension. Je pense qu'il n'aurait même pas pu en rêver. Au Brésil, les champs de canne à sucre filent vers l'infini. On en compte 5 millions d'hectares. Imaginez, une surface grande comme l'ouest de la France. Biagi possède 1/10 de cette surface. Toutes ces terres sont à moi. Et la récolte qui se fait juste là, elle va partir pour être traitée à l'usine. Car tous ces champs de canne à sucre n'ont qu'une seule finalité, produire du carburant. La canne est broyée, malaxée, puis on en extrait le jus. On laisse le tout fermenter et 8 heures plus tard, on obtient de l'éthanol. Ce jus de canne distillé que l'on met dans les voitures. Depuis que les Brésiliens roulent à l'éthanol pur, les mégapoles respirent mieux. Certains spécialistes l'affirment. L'alcool a vraiment aidé à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, justement parce que c'est un carburant renouvelable. Il y a moins d'émissions de plomb et de monoxyde de carbone. La combustion de l'alcool est beaucoup moins nocive pour l'environnement. Biagi est assez fier des bienfaits de l'éthanol sur l'environnement urbain. D'accord, tout ça, c'est que du commerce. Mais un commerce qui aide à résoudre les problèmes de la planète. Et oui, ce sont des problèmes sérieux et ces problèmes sont de plus en plus graves. Avec mon travail, moi, je contribue d'une certaine façon au futur de notre planète. Mais le pétrole vert est-il totalement irréprochable? Pas si sûr. Tout d'abord, la canne à sucre est une grande consommatrice d'eau. Pour les écologistes, la liste des problèmes liés à la canne ne s'arrête pas là. Quand on fait le bilan écologique, on peut d'une part constater la déforestation à cause des plantations de canne à sucre, d'autre part la pollution des rivières par les pesticides, mais aussi l'intoxication des personnes qui travaillent avec ces pesticides. Les conditions de travail des coupeurs de canne ont souvent été montrées du doigt. Mais les langues ne se délient pas facilement. Paolo a 38 ans. Il est saisonnier et travaille pour Biagi depuis plusieurs années. Ici, même si le travail est épuisant, Paolo ne se plaint pas. Couper la canne, c'est sûr, hein, c'est pas facile. Mais bon, avec l'aide de Dieu, ça va. Et on est bien traité ici, que ce soit par le gérant ou le contremaître. Non, vraiment, je peux pas me plaindre. Il y a des endroits où c'est pas pareil, où c'est beaucoup plus difficile. Avant de récolter la canne, il faut d'abord l'incendier pour brûler ses feuilles, le cœur de la plante gorgé d'eau ne se consumant pas. En quelques minutes, plusieurs hectares partent en fumée, laissant derrière eux d'épais nuages qui dégagent dans l'atmosphère du monoxyde de carbone. Les défenseurs de la nature s'insurgent régulièrement contre ces techniques, qui devraient disparaître d'ici quelques années. Au Brésil, l'éthanol permet une réduction de 80% des gaz à effet de serre par rapport à l'essence. Un bilan plutôt positif. Mais je m'interroge. J'ai photographié l'Amazonie. Le marché des agrocarburants va-t-il encore accélérer sa déforestation? En Malaisie, c'est déjà le cas. La forêt est décimée au profit des palmiers dont l'huile est utilisée comme pétrole vert. En France, c'est le colza ou la betterave qui vont nous servir d'agrocarburant.
Mais il se pose un problème d'espace. Si demain, tous les Français roulaient à l'éthanol, la surface agricole du pays ne serait pas suffisante pour produire assez de carburant. Cap vers le sud. Après l'agriculture, quel est l'impact des grandes métropoles sur la planète? Je vous emmène vers Los Angeles, une des villes les plus peuplées du monde. En attendant, je vais survoler un des sites les plus intéressants du continent américain, la faille de San Andreas. J'espère qu'on va pouvoir voir la faille. À cette heure du jour, tout devient beau. Yes, nice. Fly, oh yes. Voilà, la faille de Sant Andreas, les deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent. It's nice, hein? À gauche, vous voyez la plaque américaine et à droite la plaque pacifique. Ces forces sous la terre m'impressionnent. La roche est froissée comme du papier de soie. Voilà un site qui a l'air le plus paisible du monde, et pourtant il a fait trembler la Californie. Ici, la Terre appelle tout le monde à l'ordre régulièrement. Imaginez qu'en 1906, les plaques ont coulissé sur 6 mètres en quelques minutes. Et ce sont les 2 tiers de la ville de San Francisco qui ont été dévastés. À Los Angeles, la cité des anges, on parle souvent de la possibilité du Big One, le tremblement de terre qui anéantira tout. Pourtant, ça ne dérange personne. La ville ne cesse de s'étendre. 139 habitants en 1820, 16 millions aujourd'hui. Los Angeles mesure 100 km du nord au sud. Elle ressemble à une gigantesque autoroute. Cette ville a été construite à une époque où l'on croyait que le pétrole serait éternel. Nous sommes sur une des 27 autoroutes de Los Angeles. Ici, tous les jours, il y a 8 millions de voitures qui font 160 millions de kilomètres. C'est pour cette raison que Los Angeles est une des villes les plus polluées des États-Unis. Il y a en permanence sur la ville une espèce de nuage de vapeur d'essence et de pollution industrielle. Selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, il meurt tous les ans 4,5 millions de personnes à cause de la pollution de l'air. 4,5 millions de personnes. La Californie, c'est fascinant. On y trouve à la fois les villes parmi les plus polluées de la planète et les plus en pointe sur l'environnement. L'État de Californie s'est engagé, par exemple, à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 25% en moins de 15 ans. Et il poursuit en justice les constructeurs automobiles pour les obliger à fabriquer des véhicules moins polluants. La ville de San Francisco se veut exemplaire. On couvre les bâtiments publics de panneaux solaires. Mais contrairement à ce que laissent supposer les discours de George Bush, qui a refusé de signer le protocole de Kyoto, ici, une révolution industrielle est bien en marche pour lutter contre le changement climatique. Car les États-Unis sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale. Et c'est bien la pression de l'homme sur la Terre qui est à l'origine du plus brutal changement climatique qu'il ait jamais connu. Pourquoi? Parce que nous avons bouleversé un équilibre indispensable à la vie, l'effet de serre. Mais au fait, qu'est-ce que l'effet de serre? La Terre absorbe les rayons du Soleil. Elle renvoie de la chaleur dans l'atmosphère qui est en partie captée par certains gaz qu'on dit gaz à effet de serre. L'autre partie de la chaleur s'échappe vers l'espace. Et parmi ces gaz, il y a le fameux CO2, le dioxyde de carbone. Grâce à ce phénomène qui retient la chaleur, la température à la surface de la Terre est de 15 degrés. Et la vie a pu apparaître. C'est ça le côté positif de l'effet de serre. Mais aujourd'hui, nous rejetons trop de gaz à effet de serre.
Ce sont en particulier nos maisons, nos usines, nos voitures, nos voyages. En surnombre, les gaz retiennent davantage la chaleur émise par la Terre. L'effet de serre s'emballe, l'atmosphère s'échauffe et le climat change. A-t-on déjà connu ce phénomène? La réponse se trouve dans les glaces des pôles. Lorsqu'elles se forment, la glace emprisonne des bulles d'air qui gardent la composition de l'atmosphère et les traces du climat. Prenez bien le temps de regarder ce graphique. C'est la clé de tout. Grâce à l'étude des glaces, nous avons pu retracer les taux de CO2 dans l'atmosphère depuis 650 000 ans. Et sur la courbe du bas en bleu, voici l'évolution de la température à la surface de la Terre. Vous voyez, la température et le CO2 évoluent ensemble. Voilà pourquoi l'augmentation du dioxyde de carbone entraîne une augmentation de la température, c'est prouvé. Et aujourd'hui, la teneur en CO2 dépasse toutes les observations réalisées depuis 650 000 ans. Le climat a déjà réagi. La température a augmenté de 0,7 degrés en moins d'un siècle. Et avec seulement ce 0,7 degrés, la fonte des glaces s'accélère. L'intensité des cyclones augmente 50% en 30 ans. La désertification s'accroît. Et si on ne change rien, en 2050, la teneur en CO2 va atteindre des niveaux vertigineux, comme vous pouvez le voir. Et la température va suivre, c'est certain. 2 degrés, 4 degrés, on n'en sait rien. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Mais le monde dans 20 ans ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le changement climatique nécessite une réduction urgente de notre consommation d'énergie. Regardez cette marée de lumière. Los Angeles s'étend à perte de vue. Les villes américaines sont 2 fois plus gourmandes en énergie que les villes européennes. Et en plus, à Los Angeles, chaque jour, c'est 9 milliards de litres d'eau qui sont consommés et de 5 à 10 000 tonnes de déchets qui sont rejetés. Sans compter que les villes, partout sur la planète, s'étendent aux dépens des terres fertiles. En 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus d'une personne sur 2 vit dans les villes. Aujourd'hui, on est 6 milliards et demi. On va sans doute être jusqu'à 9 milliards, peut-être 12 en 2050. Il va bien falloir que les villes trouvent une nouvelle façon d'intégrer la nature. Les nouvelles technologies ne suffiront pas. Nous avons un besoin urgent d'écosystèmes en bonne santé. Cette évolution est déjà en marche. La Floride a lancé le plus grand programme de restauration de ses espaces naturels. Regardez. Dans les Everglades, on a compris que les habitants des villes avaient besoin de la faune et de la flore. Il faut venir admirer les Everglades. Au lever du jour, cette vaste zone humide célèbre l'union entre la terre et la mer. Les Everglades sont magiques. Ici, dans le sud de la Floride, on s'abandonne dans la mangrove, la forêt ou dans les marais. On y croise toute une faune rare et multiple. Pour rien au monde, Paul Gray ne raterait ce spectacle. Paul est biologiste. Son travail, protéger les oiseaux qui vivent dans cet écosystème. C'est un amoureux des Everglades, un gardien du temple en quelque sorte. Regardez tout ça. C'est chaud, c'est humide, c'est tropical, c'est plein de vie. Vous voyez, je vis ici une telle harmonie. Car c'est l'endroit le plus exotique du monde, un des plus beaux. C'est un lieu si mystérieux et qui produit toute cette vie. C'est un endroit tout simplement merveilleux. Mais cet endroit merveilleux a été massacré. Il y a moins d'un siècle, les Everglades étaient aussi vastes que la Suisse. Aujourd'hui, voici ce qu'est devenue cette gigantesque zone humide. On l'a asséchée. À la place, on a construit routes, ponts, gratte-ciel.
Au XXe siècle, la moitié des zones humides de la planète a disparu. Aux Everglades, c'est en 50 ans que 50% de la surface du marais a été avalée par la mégapole de Miami. La Floride incarne le nouvel Eldorado. Ces plages attirent chaque jour près de 1000 nouveaux résidents. On est passé de quelques dizaines de milliers d'habitants en 1900 à plus de 18 millions aujourd'hui. Pour Paul, ce fut une invasion. Les Américains sont célèbres pour leur goût de l'expansion. Nous avons pris la terre aux Indiens. La Floride était le seul État encore vierge. Dans les années 40, quand les pionniers sont arrivés ici, ils se sont comportés comme dans les films de John Wayne. Ils voulaient conquérir l'environnement. Pour construire les villes et développer l'agriculture, les pionniers ont donc commencé par assécher les Everglades. Pour ça, dans les années 50, un réseau de canaux a été construit. La majeure partie de l'eau des Everglades est ainsi canalisée, évacuée et rejetée dans la mer. Au fil du temps, plus la région s'est développée, plus les Everglades ont été asséchés. Ainsi, à cause de ces canaux, la vaste zone humide que l'on voit ici, comme elle était il y a un siècle, s'est considérablement rétrécie. En la vidant, un lac est apparu, vestige de cet immense marécage. Cet aménagement irraisonné a bien évidemment de nombreuses et graves conséquences, à commencer sur la vie sauvage. 90% des échassiers ont disparu. 70 espèces animales sont menacées d'extinction, comme le lamantin, ce mammifère marin qui semble si tranquille. Ou bien encore le puma de Floride, ce doux félin dont il ne reste qu'une petite centaine d'individus. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. L'agriculture et ses tonnes d'engrais chimiques polluent l'eau et les sols. Paul tient à nous emmener au lac d'Okeechobee. Il veut nous montrer l'étendue des dégâts. Ça, c'est de la boue polluée. Le lac Okeechobee devrait avoir du sable au fond. Ça, c'est de la pollution. Tous les phosphates viennent dans le lac. Cela crée des algues et lorsqu'elles meurent, elles se déposent au fond du lac. Et maintenant, il est entièrement couvert par cette boue. Paul veut nous faire rencontrer une légende vivante. Un chef indien de 87 ans, Buffalo Tiger. Il est témoin de l'impact foudroyant de l'homme sur la Terre. Au début du XXe siècle, les siens étaient les seuls à vivre ici, au milieu des marais. Je suis né ici, dans le village de mon grand-père. Quand nous avions faim, on mangeait du poisson, des tortues ou du chevreuil. On vivait toujours de notre terre. Mais récemment, l'eau a changé. La vie a changé. L'eau n'est plus bonne, on ne peut plus la boire maintenant ici. On ne peut plus manger les poissons non plus. Donc, nous ne sommes pas heureux à cause de cela. Buffalo Tiger a raison. L'eau est bien devenue le problème le plus important des Everglades. Car en plus d'être polluée, l'eau douce vient à manquer. Avec le développement exponentiel de la Floride, la demande en eau a explosé. Dans cette région, un Américain consomme 650 litres d'eau par jour. Il faut toujours plus de golfs et de piscines. Face à la pénurie d'eau qui menace, Paul a une seule ambition, sauver les Everglades. Nous devons changer notre façon de voir l'eau, la considérer comme un bien précieux et non comme une nuisance. Alors aujourd'hui, on va tout changer et revenir en arrière. Un gigantesque projet de restauration vient de démarrer. 11 milliards de dollars sur 30 ans. De toute manière, il n'y a pas le choix. Pour éviter la catastrophe de la pénurie d'eau, il faut réparer les dégâts que l'homme a infligés à la nature. Pour rétablir le flux naturel de l'eau dans les Everglades, on va détruire certains canaux qui ont été faits dans les années 50. L'homme pensait que les marais étaient inutiles et a cru bien faire en les asséchant. Il a admis qu'il s'était trompé et compris qu'il a besoin pour vivre du cycle naturel de l'eau des marécages. Petit à petit, l'eau semble reprendre ses droits. La vie des Everglades est chaque jour un peu plus dense, mais Paul reste vigilant.
La protection des Everglades est une vraie bataille, et ça va prendre beaucoup de temps. Mais il s'agit du futur de la Floride du Sud. Les Américains sont accusés d'être les premiers pollueurs de la planète. Mais avec ce projet pharaonique, ils démontrent que l'homme est pourtant capable de revenir en arrière et de réparer ses erreurs. Retour en Californie où se trouve le plus grand site d'énergie éolienne du monde, celui de Tehachapi. Sur les crêtes des collines, les éoliennes transforment l'énergie du vent en électricité. Savez-vous que le marché de l'éolien progresse de plus de 30% par an dans le monde ? C'est incroyable, c'est une forêt d'éoliennes devant nous. L'État de Californie a toujours été un État très précurseur dans toutes les énergies renouvelables. Toutes ces éoliennes peuvent fournir du courant pour 200 000 maisons. 200 000 maisons. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a des gens qui n'aiment pas les éoliennes. Moi, je trouve ça très beau. En plus, il y a un côté utile qui me plaît. Il y a un côté un peu grande marguerite posée dans un champ. Là. Si l'on veut réduire la pression de l'homme sur la Terre, et particulièrement celle des énergies polluantes, il faudra bien se familiariser avec ces nouveaux paysages. Et en plus, l'énergie éolienne, c'est un métier nouveau et passionnant. Je suis content d'être là. On est à 55 mètres sur une très grande éolienne. Il y a 5000 éoliennes autour de nous. Et très souvent, j'entends, les éoliennes, ça fait un bruit terrible, c'est insupportable. Honnêtement, on dirait un peu de vent dans les arbres. Je suis avec Ed Degan, qui est un passionné. Alors Ed, votre passion, c'est le vent. Oui, ça l'est. À la fin de mes études d'ingénieur, j'ai dû décider quelle carrière j'allais suivre et nous étions à une époque où la crise énergétique aux États-Unis commençait. Je me suis renseigné sur l'énergie éolienne et je me suis dit que c'était astucieux de faire de l'énergie avec du vent, sans carburant, sans pollution. Je suis ravi de travailler dans ce domaine depuis plus de 20 ans et je suis heureux d'avoir suivi cette voie. Quel est le vent minimum qu'on doit avoir pour faire une éolienne? Une éolienne commence à tourner quand le vent est juste en dessous de 10 km/h. Pour qu'une éolienne soit rentable sur le long terme, il faut un vent moyen d'environ 20 km/h. La France est très bien placée pour développer l'énergie éolienne. Avec ses plateaux ventés et ses littoraux, elle possède le second potentiel d'Europe. Pourtant, cette forme d'énergie reste très mineure chez nous. Au Danemark, c'est 20% de l'électricité qui est déjà d'origine éolienne. Si on était très utopique ou très optimiste, est-ce qu'il y a assez d'endroits avec du vent aux États-Unis pour que tous les Américains se servent des éoliennes pour leur électricité? Je pense que l'on peut produire une grande partie de l'énergie de notre pays à partir de l'éolien. Pas la totalité. Mais je crois qu'aux États-Unis, on pourra produire 30, 40, voire 50% de l'électricité. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de vent dans le monde pour donner de l'électricité à tout le monde? Oui, je pense qu'il y en a assez. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Il est certain que le vent jouera un rôle de plus en plus important dans la production d'électricité. Moi, ce que j'aime, c'est que les ingénieurs écologistes comme Ed sont des grands utopistes. Je suis convaincu que l'utopie fait souvent avancer les choses. Nous vivons dans une période de crise inquiétante, mais aussi d'opportunités sans précédent. C'est bien ce qu'ont compris les Chinois. La Chine est un des pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables. Tout s'utilise, tout se recycle, rien n'est perdu, y compris dans les toilettes. La Chine est l'un des plus grands pollueurs de la planète.
Elle se place au 2e rang mondial des émetteurs de gaz carbonique. Mais la Chine change. Elle se tourne vers les énergies renouvelables. Le professeur Li Wing est chercheur dans un domaine un peu particulier. Comme tous les matins, il commence par produire la matière propre à ses recherches, des excréments. Car le professeur recycle ce que nous avons de plus sale en énergie propre. Le principe est simple. La fermentation des excréments produit du gaz, essentiellement du méthane, qui, en brûlant, se transforme en énergie. On appelle ça le biogaz. La révolution est en marche. Cette usine fonctionne entièrement grâce au biogaz. Les machines tournent à plein régime, alimentées par des tonnes d'excréments stockés dans ces immenses cuves. Les excréments provenant d'un élevage de cochons situé dans les locaux de l'usine. Contrairement au charbon, majoritairement utilisé en Chine, le biogaz n'augmente pas la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Depuis 50 ans, l'État chinois subventionne l'implantation de cette énergie dans les campagnes les plus reculées. Des millions de cuves familiales ont été construites pour y recueillir pas seulement les excréments des animaux, mais aussi ceux des paysans. L'énergie produite leur permet de s'éclairer, de cuisiner et de se chauffer. Face aux enjeux environnementaux actuels, cette technologie est un petit miracle. Elle se substitue au bois de chauffage qui a conduit à la déforestation massive de certaines régions. Elle assainit les sources et protège les nappes phréatiques grâce à la récupération des excréments. Elle est facile à mettre en œuvre et peu coûteuse, et surtout, elle est inépuisable. En une vie, un seul individu produit 6 tonnes d'excréments. Aujourd'hui, 25 millions de Chinois utilisent le biogaz. Quant au professeur Li Wing, il a déjà la tête ailleurs. Il prépare une nouvelle révolution. Le biogaz remplacera bientôt le carburant de nos voitures. Le modèle du biogaz à partir des excréments humains est-il exportable? Heureusement, l'Europe s'est réveillée et développe elle aussi des projets de biogaz, mais à partir de déchets organiques. On produit seulement 1% de l'énergie que l'on pourrait créer grâce au biogaz. Mais en Californie, comme dans l'ensemble de l'Occident, on reste beaucoup plus conformiste. Le pétrole est toujours omniprésent. Le champ pétrolier de Taft est un des plus grands du monde. Près de 10 000 puits pompent jour et nuit sur plus de 52 000 hectares. Tous les jours dans le monde, nous consommons plus de 13 milliards de litres de pétrole. 7 fois plus qu'en 1950. L'épuisement des ressources, c'est un problème que connaît bien Pierre-René Bocquis. Il a travaillé dans le pétrole toute sa vie. Ça vous plaît, le spectacle? Ça, c'est fabuleux. Je crois que c'est la plus grande concentration de puits de pétrole que j'ai jamais vue. Et je trouve que pour moi, c'est un paysage magnifique. Et évidemment, ça, c'est un jugement de pétrolier. Depuis quelques années, le prix du pétrole augmente. Et ce n'est qu'un début. Pourquoi? Parce que nous vivons la fin de son abondance. Chaque année, nous consommons 2 à 3 fois plus de pétrole que nous en découvrons. Donc on est en train d'utiliser aujourd'hui un produit fossile qui a des millions d'années. Oui. Et on est en train de dépenser en 150 ans tout ce pétrole. Il y en a pour combien de temps encore? Eh bien, effectivement, l'énorme développement économique du XXe siècle s'est fait en grande partie sur le pétrole. Et on a consommé, en gros, la moitié des réserves connues aujourd'hui. Mais on peut calculer plus ou moins le moment où on va atteindre le maximum de la production, ce qu'on appelle le pic
mondiale de la production de pétrole. Et moi, je pense que c'est vers 2020 qu'on va atteindre ce moment absolument majeur à partir duquel la production pétrolière mondiale va décliner. Et donc, on a un problème à gérer qui n'est pas la fin du pétrole, qui est le déclin du pétrole. Donc il faut bien sûr qu'on travaille sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, 40% de la consommation énergétique mondiale, c'est du pétrole. Les énergies renouvelables, en dehors des grands barrages, c'est moins de 1% sur la planète aujourd'hui. Elles ne seront pas suffisantes, et de très loin. Donc ça, c'est vraiment une chose dont il faut prendre conscience. Et pour boucler l'ensemble du bilan, on va avoir besoin d'un troisième élément, qui est l'énergie nucléaire. Que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est une chose à laquelle il va falloir s'adapter, parce que c'est une réalité. S'adapter, d'accord, pas de problème. Mais j'aimerais dire 3 choses. 1. Le nucléaire produit de l'électricité. Il n'a pas les mêmes usages que le pétrole. 2. Les réserves d'uranium ne sont pas éternelles. 3. Le problème des déchets n'est pas résolu. Le nucléaire n'est qu'une des solutions au déclin du pétrole que certains experts annoncent dès 2010. Aux États-Unis, un des pays les plus riches du monde, voilà sans doute à quoi vont ressembler les stations-service avant la fin du siècle, quand il n'y aura plus de pétrole. Mais à Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, il n'y a pas de pétrole, on n'a que du bois. Et comme 3 milliards de personnes dans le monde, on se sert du bois pour se chauffer, faire cuire sa nourriture. Aujourd'hui, on a entièrement déforesté l'île. Mais il y a un homme qui se bat pour sauver les derniers arbres. Il s'appelle Jean-Baptiste Chavannes. On va aller le voir maintenant. On l'appelait la perle des Antilles, une île recouverte d'arbres et de végétation luxuriante. C'était la colonie la plus riche du monde occidental. Aujourd'hui, elle est formée de 2 pays, la République dominicaine, qui a su préserver ses forêts, et la République d'Haïti, qui a quasiment tout déboisé. Lorsque l'on passe d'un pays à l'autre, la différence est saisissante. Des marques infligées à la nature que l'on constate même par satellite. Autrefois recouverte à 80% d'arbres, Haïti a perdu toutes ses forêts. Il en reste moins de 2%. Les Haïtiens disent que les montagnes montrent leurs os. C'est la terre de mon papa. Vous voyez cet endroit-là où pratiquement il n'y a plus de sol. Moi, je suis né là-haut. Je me rappelle, c'était complètement boisé. Il y avait des arbres partout, partout. Quand je vois ça, cette terre complètement érodée. Maintenant, il n'existe plus de sol. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Jean-Baptiste Chavannes est un enfant du plateau central. Chaque jour, il faisait 6 heures de marche pour aller à l'école. Avec la rage de s'en sortir, Jean-Baptiste est devenu agronome. Pressenti comme candidat à la présidence de la République, il a toujours refusé. Comment ça va? Faut-il aller là? Tant que la corruption restera impunie en Haïti, Jean-Baptiste Chavannes estime qu'il a mieux à faire dans les campagnes. Depuis 35 ans, il lutte contre le déboisement qui ravage les terres de son pays. Là, c'est presque la situation générale du pays. Ce sont des terres qui sont totalement incultivables et à jamais. Le déboisement a commencé à l'époque coloniale. Puis ce sont les dictateurs successifs qui ont organisé ce pillage avec la complicité de sociétés étrangères. Aujourd'hui, le problème est tout autre. On coupe le bois pour le vendre en ville, comme ici à Port-au-Prince. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. La seule énergie possible à portée de main reste le bois. Voilà comment terminent les arbres d'Haïti, en charbon de bois. L'énergie qui est consommée à Port-au-Prince, c'est surtout le charbon de bois, qui représente plus de 72% de la consommation d'énergie dans le pays, parce qu'il n'y a pas d'électricité,
Mais pour cuire les aliments, eh bien, tout le monde, la classe pauvre, la classe moyenne, utilise le charbon de bois. 8 millions d'Haïtiens en dépendent. Le charbon de bois est le premier produit vendu sur les étals, pour une misère. Ben nous-mêmes, nous achetons Vous l'achetez en gros et vous le vendez au détail? Nous vendons en détail. Oui, nous gagnons environ avec le charbon. Avec le charbon de bois, nous gagnons environ 65 € par mois. Ça ne suffit pas, mais Ça suffit pas, mais nous sommes obligés de vivre avec ce que nous trouvons. Le charbon arrive de toutes les provinces par camions entiers, chaque jour. Ainsi s'en vont les forêts d'Haïti. Dans les campagnes, la plupart des paysans coupent ce qu'il est encore possible de soustraire à la terre. Eugène fait partie de ceux-là. Il n'a pas le choix. C'est pourtant interdit par une loi qui est censée protéger les dernières forêts. Je suis au courant, mais je suis obligé parce que j'ai pas d'autre alternative pour vivre. Faire du charbon de bois est une dure besogne. Ils empilent le bois, le recouvrent de feuillage et de terre avant d'y mettre le feu. La combustion peut durer de 1 à 3 jours. Il faut que je fasse le tri entre la terre et le charbon. Je le fais à la main. Chacun pourra repartir avec un sac de 50 kilos. Comme des millions de paysans, Eugène contribue malgré lui à la déforestation, en travaillant dur pour gagner si peu. Un sac de charbon est vendu 3 €, juste de quoi nourrir sa famille pendant un jour. Sur son petit lopin de terre, il n'a pas d'eau. Il a planté un peu de maïs et du manioc, en espérant que le ciel lui sera favorable. Je suis obligé de faire du charbon. Si la pluie ne tombe pas, c'est le charbon qui me fera vivre. Mais la pluie n'annonce pas que des bonnes nouvelles, car avec elle, c'est le déluge. À cause du déboisement, les sols ne tiennent plus en Haïti. Sans arbres, sans racines pour retenir l'eau, les sols glissent dans les rivières. Des torrents de boue descendent des collines, détruisant les récoltes sur leur passage. La terre qui devrait nourrir les hommes se jette dans la mer et dévaste le littoral. Du coup, les pêcheurs n'ont même plus de poissons. Quand j'étais petit, on lançait des pierres du bord de la plage pour attraper les poissons. Maintenant, même en partant avec les petits bateaux, on trouve plus de poissons. Et ça y est, ça c'est la boue. Vous voyez cette boue? Et quand les poissons sont dans la boue, ils meurent. Maintenant, il faut aller à 3 ou 4 heures des côtes pour trouver du poisson. Il faut que le ministère de l'Agriculture fasse une loi pour interdire la coupe des arbres en montagne. Pourtant, la loi existe. Mais peut-elle tout solutionner? Le paysan, même si on fait la meilleure loi au monde, lui, c'est une question de vie ou de mort. Il va couper des arbres, tout simplement. Il faut lui proposer des alternatives. Jean-Baptiste Chavannes refuse la fatalité qui étouffe Haïti. Son projet, l'agriculture durable. Pour cela, il a monté ici un programme de formation pour aider les populations rurales à s'en sortir. Son nom, Mouvement Paysan Papaye. Pour remplacer le charbon de bois, des femmes apprennent à fabriquer des briquettes faites de papier, de feuilles d'arbres séchées et de cartons récupérés. C'est facile. Et ça s'allume vite. Ça ne fait même pas de fumée. Nous, on fait déjà à manger avec ça. Et puis c'est bien, parce que ça empêche le déboisement. L'expérience vient de commencer. À 4, les femmes produisent plus de 1000 briquettes par jour, soit l'équivalent de 3 sacs de charbon. Le centre accueille également plus de 2500 agriculteurs chaque année. Les cours sont gratuits. Pour les familles les plus démunies, sans terre, l'agronome a mis au point des jardins sur pilotis. Si vous pouvez voir maintenant ce que nous sommes en train de faire, d'utiliser des vieux pneus pour produire des légumes. Et même là où la terre est totalement
dégradés, où les sols n'existaient plus, eh bien, on peut utiliser ces systèmes pour produire des légumes. Et là, c'est pour démontrer que sur une parcelle très petite, on peut développer l'agriculture, développer l'élevage et des cabris, produire des légumes, produire des plantes médicinales et conserver la terre de façon éternelle. Jean-Baptiste ne baisse pas les bras. Inlassablement, il répète, conseille, soutient. Comment ça va? Grâce à lui, plus de 60 000 personnes pratiquent cette agriculture durable. Fanahem a retrouvé le sourire. Il a commencé par des jardins sur pilotis. Aujourd'hui, il s'est agrandi et vit de ses cultures. Et j'ai travaillé pour la consommation de ma famille et les restes au marché. Je vends au marché les restes. Fanahem peut faire vivre sa famille de 4 enfants toute l'année. Preuve que la terre d'Haïti n'est pas rancunière. Si les hommes savent la respecter, elle peut être généreuse et les sortir de la misère. Là, je me sens vraiment responsable et j'essaie de faire comprendre que cette terre-là, nous devons l'aimer pour les générations futures. La terre, c'est la mère des hommes, la mère des plantes, la mère des animaux. Eh bien, c'est la mère de la vie. Le bon sens de Jean-Baptiste Chavannes me plaît. C'est comme ce train. Mais pourquoi on n'utilise pas plus le transport ferroviaire en France? Il consomme 7 fois moins d'énergie que celui par camion. J'arrive en Utah, près de Salt Lake City. Les vallées des monts Okir sont couvertes de conifères, de chênes, de peupliers et d'érables qui ont pris ces couleurs incroyables d'automne. J'ai l'impression d'être au-dessus d'un territoire intact, et pourtant il n'en est rien. Ça, c'est l'été indien. Toujours aussi beau, hein? C'est magnifique! Oh, regarde ça! On est venu ici pour parler des ressources en métaux. Elles ne sont pas non plus infinies. Leur exploitation est impressionnante. Ça, c'est la plus grande mine du monde. La plus grande mine de cuivre du monde. En 100 ans, la mine de Bingham a été creusée sur 1200 mètres de profondeur et 4 km de diamètre. Elle serait même visible depuis l'espace. Imaginez, on peut y empiler 4 tours Eiffel. On dirait un énorme cirque avec des gradins autour. Enfin, des gradins faits pour des géants. Quand on voit la taille des énormes camions comme ils sont petits. « 24 heures sur 24, les camions effectuent le même balai. Je suis stupéfait par les moyens employés ici. Chaque jour, on utilise 1 tonne d'explosifs et l'on consomme au moins 4 millions de litres d'eau seulement pour fixer la poussière. Au final, 1 tonne de minerai ne produira que 6 kilos de cuivre raffiné. C'est pas beaucoup. Un camion de 260 tonnes qui peut emporter 320, le plus grand camion du monde, la plus grande mine de cuivre du monde.
Les États-Unis, c'est là où il y a tout ce qu'il y a de plus grand. Là, j'arrive pour aller voir Philippe Osset. Son job, c'est d'essayer de réfléchir à optimiser au maximum la fabrication des objets qu'on utilise tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de gaspiller toutes les ressources que la Terre nous offre. Un exemple, mon téléphone. 1 milliard par an de téléphones portables sont mis en circulation. Pour faire ce téléphone, il faut 30 métaux. Pour faire ce téléphone, on va bouger des centaines de kilos de minerais. Philippe, aujourd'hui, on est tous des surconsommateurs. En fin de compte, on est en train de dépenser notre capital au lieu de vivre sur nos intérêts. Aujourd'hui, la tendance, c'est quand même, ça marche plus, on jette, on fait plus réparer. Ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, et notamment pour revenir au téléphone portable, ce qui fait que les gens vont le jeter, c'est souvent que la batterie tombe à plat, enfin, tient plus du tout, donc ils se disent, je vais changer de téléphone. Et là, plutôt que changer de téléphone, peut-être acheter une nouvelle batterie, ce serait plus intéressant. Maintenant, un mauvais exemple. Peut-être l'exemple qui est le plus caractéristique va être toutes les mises en veille de ces appareils électroniques que l'on a à la maison. Ces mises en veille, quand on les somme au niveau français, on arrive à consommer une tranche de centrale nucléaire. Donc plutôt que construire une nouvelle tranche, on pourrait peut-être essayer de faire attention à réduire cette mise en veille. C'est-à-dire ne pas servir de sa télécommande pour éteindre l'appareil, mais essayer de débrancher la prise et d'éteindre le bouton. Je dirais peut-être le meilleur conseil, c'est de débrancher l'appareil, mais c'est vrai que c'est pas très facile. Parce que si à la conception, on ne prévoit pas une utilisation correcte pour les utilisateurs, on arrivera à un appareil en veille qu'on ne pourra pas éteindre. Comme l'énergie, les minerais ne sont pas inépuisables. Nous ne savons pas si les réserves de métaux pourront fournir la demande durant ce siècle. Et déjà, les prix flambent. 2 exemples. En 5 ans, le cours du cuivre a augmenté de 330%. Et celui du nickel de 200%. Et pourtant, contrairement au pétrole et au charbon, les métaux sont recyclables. Est-ce qu'on ne pourrait pas obliger les fabricants à pouvoir réparer les appareils et surtout à les recycler? Alors, ça, c'est un travail qui préoccupe énormément, je dirais, le législateur. Aujourd'hui, la Commission européenne travaille filière par filière à rendre les producteurs, je dirais, responsables du devenir de leurs produits. Certains le font déjà. Les fabricants de photocopieuses, par exemple, vont récupérer certains composants d'anciennes photocopieuses pour les mettre dans les nouvelles. Et je dirais, toute cette filière de réutilisation de composants est mise en place pour les photocopieurs. Est-ce qu'il est vrai que de démonter un ordinateur, c'est pas très bon pour la santé? C'est pour ça que tous nos nouveaux ordinateurs vont en Chine où les règles sanitaires sont pas les mêmes. Je vois surtout que là-bas, il y a un gros intérêt pour eux de récupérer tous ces produits à recycler, vu leur croissance, et donc ils passent sur nos marchés récupérer l'ensemble de nos déchets, parce que eux, ça les intéresse. Donc peut-être que dans ce sens-là, ils sont plus en avance que nous, et ils préfèrent utiliser des déchets que des ressources, et pour eux, ça coûte moins cher. Donc on leur renvoie nos téléviseurs, nos ordinateurs, et ils nous les renvoient neufs. C'est pas con, hein? Ils viennent les chercher et ils nous les renvoient neufs. Plutôt que de prélever sans cesse, apprenons à réutiliser, à réparer, à recycler. Est-ce que vous connaissez le Bhoutan? C'est un petit pays qui est coincé entre la Chine et l'Inde. Même si ce pays n'est pas un modèle de démocratie, le roi a décidé que ce qui était important pour son peuple, c'était non pas le produit national brut, mais le bonheur national brut. Au bout du monde, entre nuages et sommets himalayens, la terre du dragon de tonnerre, le Bhoutan. Coincé entre 2 géants, la Chine et l'Inde, ce petit pays de la taille de la Suisse est peuplé de 700 000 âmes. Le Bhoutan est une monarchie tristement connue pour ses problèmes de réfugiés. Pourtant, elle vit une expérience unique en matière de développement durable. Pour comprendre le Bhoutan, c'est d'abord dans les monastères qu'il faut se rendre. À longueur de journée, ces jeunes moines apprennent inlassablement dans les textes les fondements du bouddhisme. Dans cette religion, il faut respecter toutes sortes de vies. Couper un arbre ou écraser un insecte est même un péché. La vie après la mort est certaine dans notre religion. Mais la question, c'est de savoir dans quelle forme de vie on sera réincarné. En fait, selon les textes,
c'est ce qu'on fait pendant la vie présente qui détermine en quoi on sera réincarné dans la vie suivante. Mais le plus important, c'est bien cela, que tout être vivant, tout homme, toute plante, tout animal puisse renaître après la mort. Et donc tout ce qui vous entoure peut très bien être l'esprit de votre père ou de votre mère. Alors vous voyez, les hommes doivent respecter l'environnement, car ce sont des parents potentiels. Au Bhoutan, un quart du territoire est zone protégée. Dans cette nature luxuriante, les espèces de mammifères pullulent. Les animaux et les plantes sont sacrés. Et le Bhoutan a même fait de cette préoccupation une théorie politique. À l'origine, un homme dont il n'existe que peu d'images, l'ancien roi du Bhoutan. Dans ses discours, il rappelle que les économies occidentales mesurent la richesse d'un pays par le produit national brut. Lui a substitué un autre concept, le bonheur national brut. Un bonheur pas seulement matériel, mais aussi spirituel, et dont le respect de l'environnement est impliqué. Les Bhoutanais sont-ils les plus heureux de la planète? Sont-ils surtout de véritables écologistes? Nous sommes dans la vallée de Phobjikha. Comme dans l'ensemble du pays, le revenu des ménages reste un des plus faibles au monde. 100 € par mois et par habitant. À Phobjikha, un grand débat agite tous les esprits. L'électricité. Tout le monde a rejeté le projet de lignes électriques. Les grues au cou noir qui migrent ici auraient pu se prendre dans les fils. Malgré leurs faibles revenus, ils ont opté pour des panneaux solaires. C'est une technique très coûteuse pour les villageois. Une décision surprenante, mais respect de la vie avant tout. L'énergie solaire a été acheminée pour tout le village. C'est un énorme progrès, vous savez. Grâce aux panneaux solaires, notre qualité de vie s'est améliorée. On peut même cuisiner parfois à l'électricité. C'est de l'énergie propre et surtout, ça permet d'économiser du bois. Le bois, c'est la préoccupation première de la famille Zamchou. La terre n'est pas seulement nourricière. Elle fournit cet élément incontournable à leur vie. C'est très important de préserver les arbres, car on aura toujours besoin d'eux. Regardez, même pour les clôtures. Le bois est nécessaire pour toute notre vie, à la construction des maisons, pour le chauffage, pour plein d'autres choses. À chaque fois que je vais en forêt pour abattre un arbre, je dois me demander si j'ai raison de le faire. Sur cette forêt de conifères, un homme règne depuis 20 ans. Un garde forestier qui traque tous les contrevenants, car le Bhoutan a créé une loi unique au monde. 60% du territoire au moins doit toujours être couvert de forêt. Seuls les arbres marqués par Phurba peuvent être abattus, et avec un permis des autorités. Mais ce jour-là, justement, Phurba est inquiet. Nous ne sommes pas seuls en forêt. Il a entendu du bruit à quelques mètres de là. C'est un villageois venu couper du bois. Hé, toi, là, tu coupes du bois? Mais tu as le permis? Ah non, je l'ai laissé chez moi. Quoi? Tu l'as laissé chez toi? Et tu dois toujours l'avoir avec toi. Je vais vérifier, je te préviens. C'est pas une plaisanterie. Il y a des gens qui coupent les arbres n'importe où. Et moi, je suis là pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Les arbres qui sont abattus sont automatiquement remplacés au Bhoutan. Le gouvernement finance ce reboisement. Et nous surveillons les progrès des jeunes pousses. C'est notre devoir. Il faut préserver la forêt qui nous donne tant pour toutes les générations à venir. Conjuguer la religion, le développement et l'amour de la terre, c'est donc le mot d'ordre au Bhoutan qui doit être suivi à la lettre. Mais dans la capitale, Thimphu, où il n'existe toujours aucun feu de circulation, 2 balais s'affrontent désormais. Une chorégraphie pour la police et une farandole de voitures de plus en plus dense. Le respect de l'environnement est-il compatible avec la croissance démographique et l'essor économique? Partout fleurissent de petits immeubles et le béton gagne du terrain. Officiellement, le Bhoutan continue de miser sur son développement atypique. Mais jusqu'à quand?
Je survole maintenant les pavillons de la banlieue de Salt Lake City. Ils ressemblent à ceux d'Europe, c'est le même paysage. Il paraît banal, mais il évoque pour moi le quotidien et traduit bien notre façon de vivre d'aujourd'hui. J'adore ces moments où on survole les villes, ces endroits qui ne sont pas toujours passionnants, et en même temps, on est là en train de rechercher quelque chose d'intéressant à photographier. Mais souvent, on a des très bonnes surprises pour chercher le graphisme, des choses qu'on ne s'attend pas à voir. Près de 70% de nos photos, souvent, c'est le hasard. Et puis, pour moi, les villes, elles font partie de la nature exactement comme le reste. C'est un peu comme si c'était une fourmilière dans la forêt. Aujourd'hui, 37 villes comptent plus de 8 millions d'habitants. Des villes de plus en plus étendues. Des besoins toujours plus grands. Bref, un impact sur la Terre de plus en plus important. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est capable de changer notre façon de vivre? Avec toute l'équipe, on s'est posé la question. Et on a décidé, avec un architecte, de construire la maison idéale. On l'a appelée la bonne maison. Elle est finie et on va aller la voir, elle est près de Paris. Elle est à Boutigny-Prouet, en Eure-et-Loire. Cette bonne maison, c'est la maison du bon sens, la maison de l'évidence. Elle est le fruit du travail d'un architecte et d'un grand constructeur de maisons individuelles qui ont joué le jeu avec nous. Quand on additionne la technologie et le savoir de nos anciens, ça donne un pavillon qui économise 85% d'énergie. Est-ce que vous savez que le premier rêve des Français, c'est d'avoir une maison? On en construit 220 000 par an. Nous allons visiter cette maison avec Jean-Marc Jancovici, qui est un grand spécialiste de l'énergie, qui va nous expliquer ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour réduire notre impact sur la planète. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. La maison est orientée plein sud. Essentiel pour bénéficier de l'apport du soleil, qui est en fait la première source d'énergie renouvelable que nous utilisons, même quand on ne le sait pas, et qui permet d'économiser une fraction extrêmement importante de l'énergie qu'on utilise dans une maison qui n'a pas été pensée de cette manière. Alors, il y a des fenêtres qui, l'hiver, chauffent un mur derrière pour envoyer un petit peu de chaleur dans la maison. Alors ça, c'est tout simplement en fait un radiateur sur le toit qui va servir à chauffer l'air qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est un chauffe-eau solaire, donc ça va servir à chauffer l'eau qu'on utilise pour prendre des douches, des bains, faire la cuisine, etc. Et ici, sous nos latitudes, on peut espérer au moins une économie de 50% par rapport à ce que quelqu'un qui n'a pas ce genre de dispositif utilise pour chauffer son eau. Bon, on va aller voir la maison, on va en parler. Cette maison est chauffée par le système du puits canadien qui fait passer l'air sous la terre avant d'arriver dans les pièces. Parce qu'à 3 mètres sous le sol, il fait toujours 12 degrés. La maison est si bien isolée qu'elle retient la chaleur produite par l'activité quotidienne et on atteint une température idéale. Alors, il y a un poêle à bois en cas de très très grand froid, mais surtout il y a un mur à inertie, ça c'est formidable. L'air qui vient de la terre passe à l'intérieur, va donc réchauffer la maison l'hiver, mais surtout l'été, il va le refroidir. Alors en fait, ces moyens de chauffage utilisant les énergies renouvelables, ou bien le poêle à bois, ou bien ce mur qui exploite indirectement l'air de la cave et l'énergie solaire, c'est quelque chose qui devient intéressant à partir du moment où on a accordé beaucoup d'importance aux performances thermiques du bâtiment, c'est-à-dire à la faible déperdition thermique des murs, des fenêtres, etc. Il faut qu'aucune calorie s'échappe. Exactement. Et donc la chose la plus importante dans ce logement, c'est d'abord à l'isolation et à ce qu'on appelle les ouvrants, qu'il faut accorder de l'importance, et ensuite seulement au poêle à bois, au chauffe-eau solaire, etc. On va aller dans la cuisine pour parler électricité. En 30 ans, la consommation électrique des Français a été multipliée par 7. Donc on a fait attention à l'électricité. On a mis des ampoules basse consommation, machine à laver la vaisselle ainsi que la machine à laver le linge est couplée avec les panneaux solaires pour l'eau chaude. On a essayé de faire le maximum. En plus, c'est des appareils de classe A+. Chacun des appareils électroménagers qu'on va trouver dans cette cuisine, plus exactement dans une cuisine normale,
consomme à lui tout seul à peu près autant que l'éclairage entier d'un logement. Et faire attention à la consommation de tous ces appareils-là est quelque chose qui est en fait beaucoup plus important dans les économies d'électricité que de simplement, c'est utile, mais que de simplement faire attention à l'éclairage. Notre maison aussi est économe en eau. De la machine à laver aux toilettes, tout est alimenté par un récupérateur d'eau de pluie. Mais il reste un point faible. Alors ici, on est à la campagne, le milieu des arbres, des petits oiseaux, c'est formidable. Mais il n'y a pas de transport en commun. Et quand même, le transport, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Le point faible de toute maison aujourd'hui, je dis bien toute maison, c'est qu'en général, elle suppose beaucoup de transports individuels pour qu'on puisse s'organiser dans sa vie quotidienne. Et finalement, il faut que les gens se mettent dans l'esprit et se disent comment est-ce que je m'organise si l'essence se met à coûter 5 fois plus cher? Voilà, finalement, c'est ça la question qu'ils doivent se poser. C'est si ça se met à coûter beaucoup plus cher, vers quoi est-ce que je dois aller? Par exemple, vers le covoiturage. Ou alors l'utilisation d'une voiture électrique comme ce prototype, qui attend une commande de l'État pour être diffusée. Cette maison, par contre, ce n'est plus un prototype. Elle pourra être commercialisée en série à un prix raisonnable, 125 000 € pour 100 mètres carrés. En fin de compte, ça c'est la maison du bon sens. L'eau qui provient du ciel, elle est gratuite. La chaleur qui vient du sol, elle est gratuite. Et pour le soleil, c'est la même chose. Comme on l'a vu au début de l'émission, l'homme a pris conscience qu'il a épuisé 30% des ressources de la Terre. Mais ce qui est important, ce sont les 70% qui restent. C'est pour ça que tous nos gestes quotidiens sont importants. Ça, c'est un pullover qui est fait avec des bouteilles en plastique recyclé. Un pantalon et des chaussures issus du commerce équitable et en coton biologique. Pour finir, je vais vous donner un chiffre incroyable. Ce soir, depuis le début de l'émission, il est né 25 000 enfants sur la Terre, à peu près. Eh bien, j'aimerais que tous ensemble, on leur souhaite la bienvenue sur cette belle planète Terre. Mais n'oublions pas que nous devons aussi leur laisser cette planète aussi belle et aussi viable qu'on l'a reçue. Bonsoir. Je ne veux pas oublier de dire merci à ces femmes et à ces hommes qui nous ont fait réfléchir pendant cette émission. Merci à Dominique Bourg, ce philosophe qui nous a démontré combien l'impact de l'homme sur la planète est alarmant. Merci à Hélène Colong, cette Française qui sauve les singes au Pérou et qui se bat pour le droit des Indiens d'Amazonie. Merci à Bud Griffiths, ce cow-boy continue à vivre son métier et sa passion en respectant la terre et les animaux. Merci à William Kriegel. Son ranch est un bel exemple d'élevage durable réussi. Merci à Marc Dufumier, cet ingénieur passionné qui a su nous expliquer les dangers de l'agriculture intensive. Merci à Paul Gray, ce biologiste qui aime tant les Everglades. Je remercie Ed Dugan, cet homme qui se bat depuis des années pour développer les énergies renouvelables. Merci à Pierre-René Bocchis, cet ingénieur qui a su nous alerter sur la fin du pétrole bon marché. Merci à Jean-Baptiste Chavannes. Son combat contre la déforestation à Haïti est exemplaire. Merci à Philippe Ossette, qui œuvre à l'économie des ressources dans la fabrication des biens que nous consommons. Merci à Jean-Marc Jancovici qui nous alerte sur notre consommation excessive en énergie. Merci au directeur des travaux Hervé Brault et à l'architecte Emmanuel Coste. Grâce à eux et à toute leur équipe, notre maison écologique a pu voir le jour. Comme pour toutes les autres émissions de cette série, ce programme est compensé carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réaliser nos reportages entre les vols en hélicoptère et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère 220 tonnes de gaz carbonique, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Au total, c'est ce que rejettent 25 Français sur une année en gros. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser cette pollution en participant au projet Action Carbone fait avec l'ADEME. Il s'agit très concrètement d'aider une ONG française, le GERES, qui travaille en Afghanistan. Ce projet consiste à fabriquer des habitations solaires dans les régions isolées du pays. Grâce à la chaleur générée par le soleil, les populations économiseront 80% de leurs dépenses traditionnelles en bois. Ce bois qui se fait chaque année de plus en plus rare. Ces habitations solaires permettent également de cultiver des légumes frais même en hiver
ce qui génère des revenus supplémentaires pour les familles et accroît leur niveau de vie. Ce projet évitera d'émettre chaque année plusieurs centaines de tonnes de gaz carbonique. Nous luttons ainsi contre le réchauffement climatique. Pour nous, c'est très important.